Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Crédit d'impôt recherche, les bonnes pratiques pour anticiper et sécuriser votre déclaration 2025. Donc, pour me présenter, je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour votre information, cette conférence durera 30 minutes et nous prendrons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. À noter que vous pouvez, au cours du webinaire, poser toutes vos questions sur le chat participant qui se trouve en face de votre écran. Par ailleurs, cette présentation vous sera envoyée directement sur la plateforme. Vous pourrez la retrouver sur Webikeo. Et le replay également vous sera envoyé à la suite du webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter les intervenantes du jour. Donc, nous avons Laïla Elwali, qui est experte fiscaliste chez Heming. Bonjour Laïla. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Et Chloé Krantz, qui est experte fiscaliste également chez Heming. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Maintenant, je vous propose de passer à l'agenda du jour. Alors, donc, ce webinaire vous propose un tour d'horizon des éléments clés à maîtriser pour la déclaration de 2024. Donc, nous commencerons par détailler la procédure de déclaration en mettant en avant les points de vigilance essentiels. Ensuite, on abordera les bonnes pratiques, le formalisme attendu par les organes de contrôle afin de vous aider à sécuriser votre dossier et limiter les risques de redressement. Nous ferons également un point sur les évolutions récentes, notamment en ce qui concerne les dépenses du personnel, la sous-traitance et les subventions publiques, 3 postes majeurs qui peuvent impacter votre déclaration. Enfin, nous décrypterons les principales mesures du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2025. Avant de conclure sur une question essentielle, que faire de la créance CIR? Voilà, maintenant je vais laisser la main à Laïla. À toi Laïla. Merci Chloé. Concernant les modalités de déclaration du crédit d'impôt recherche 2024 pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2024 et au 31 janvier 2024, le CIR est à déclarer au moment du dépôt du relevé de solde pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de la déclaration des résultats pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, soit le 15 mai 2025 et en télédéclaration, qui est obligatoire depuis l'année 2020. Concernant le millésime 2025, il ne comporte pas de modification substantielle par rapport au millésime 2024. Il comporte simplement une modification liée au nouveau plafond des aides de minimis qui est fixé à 300 000 € pour une période de 3 exercices fiscaux, contre 200 000 € auparavant concernant l'exercice 2024. Désormais, si on s'intéresse au formalisme et donc au dossier technique lié au dépôt de la déclaration CIR, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Chloé. Concernant les bonnes pratiques, on vous préconise d'analyser l'éligibilité de vos projets en réalisant une cartographie qui soit le plus exhaustive et la plus complète possible. Et pour ce faire, on vous conseille de positionner vos projets sur un graphique qui vous permet de construire un outil d'aide à la décision des projets en force allant des projets également en faiblesse. Et cette cartographie, elle vous permettra d'identifier le niveau de risque associé à la prise en compte de chaque projet. Également, il est important d'anticiper la justification et donc pour ce faire, de collecter les livrables en temps réel et suivre leur formalisation au fur et à mesure de l'avancée de vos projets. Il y a eu une actualité récente liée à la publication et donc à la mise à jour des trames du ministère de la Recherche qu'on vous présente à la slide suivante. La Direction générale de la recherche et de l'innovation, donc la DGRI, a mis à jour, peu avant la fin d'année 2024, le modèle de documentation CIR proposé aux entreprises. Ce modèle, il vient en complément du guide du crédit d'impôt recherche 2024, donc publié sur le site du ministère, et en complément du modèle des feuilles de calcul et des autres documents disponibles liés à la justification de la déclaration du crédit d'impôt recherche. Concernant les nouveautés, certaines annexes ont été supprimées, qui comprenaient notamment des modèles de fiches descriptives détaillés pour des opérations de recherche sur des domaines spécifiques du type informatique. Il y a eu la suppression des indications des justificatifs à joindre pour chaque poste de dépense. Cela dans un but de simplification, puisque tous ces éléments-là ont été inclus dans le corps du document, ce qui contribue à une clarté générale du dossier technique à fournir et des éléments justificatifs à fournir.
Au surplus, le modèle propose quelques indications sur la taille des éléments à fournir avec une taille réduite. Et plus intéressant, c'est l'ajout dans la cartouche de chaque description technique d'une synthèse, moins d'une page, de l'argumentaire d'éligibilité qui comprend principalement la mise en contexte, la caractérisation du problème scientifique traité et la démarche scientifique suivie. Concernant enfin les fiches descriptives, il convient de noter que le nombre de pages indicatives est réduit à 10 pages au maximum par fiche par rapport au modèle précédent de la DGRI qui recommandait une taille d'une fiche pouvant varier de 4 à 29 pages. Donc, on constate vraiment une réduction des fiches descriptives. Et cela encore, on pense que la DGRI semble privilégier la clarté sur l'exhaustivité, sur l'éligibilité technique, plutôt que des pages et des pages pour démontrer l'éligibilité technique des projets et des opérations de R&D. Voilà concernant les nouveautés pour l'éligibilité technique. Je vais passer la main à Chloé qui va vous faire le focus sur les dépenses de personnel. Merci Leïla. Effectivement, maintenant, on va effectuer un petit focus sur les dépenses de personnel, poste de dépense qui est particulièrement suivi par les vérificateurs. Donc, une fois vos projets éligibles identifiés, le préalable de votre déclaration de crédit d'impôt recherche, c'est d'abord d'identifier les phases de projet éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc, ces phases, elles doivent répondre à la définition de recherche et développement issue du manuel de Frascati. Donc, une fois ces projets identifiés, il est possible de valoriser le personnel ayant travaillé sur ces projets. Mais alors, il faudra être en mesure de justifier le temps des salariés qui ont travaillé sur ces projets. Ces temps, attention, font l'objet d'une vérification régulière par les organes de contrôle. Donc, il va falloir être en mesure de justifier avec rigueur et précision, ce sont les termes de la doctrine, les temps passés par vos salariés sur les projets R&D éligibles. À noter, faites attention, ne sont valorisables que les salariés qui ont effectué de la R&D et uniquement le temps durant lequel ils ont travaillé sur ces travaux éligibles. Donc, il faudra dans un premier temps identifier le personnel éligible, puis dans un second temps, justifier les temps passés en recherche et développement par justement ce personnel. Concernant les différents moyens de preuve, l'administration fiscale, comme vous le savez, n'a pas indiqué de méthode de preuve pour justifier ces temps. Donc, en soi, bonne nouvelle, vous avez toute latitude pour prouver par tout moyen les temps valorisés. Néanmoins, notre retour d'expérience chez Ming, il démontre que la méthode quand même la plus sécurisante, c'est de tenir à disposition de l'administration fiscale une base de pointage qui est à tenir, attention, à jour et au fil de l'eau, pendant justement que vos salariés travaillent sur vos travaux de R&D. À noter que cette base de pointage n'est pas une obligation légale, mais c'est ce qui permet de mieux justifier les temps auprès de l'administration fiscale. Donc, en résumé, il n'y a pas vraiment de formalisme particulier attendu, mais la méthode la plus sécurisante reste quand même d'avoir une base de pointage pour tenir à jour ces temps. Les attentes des administrations, c'est donc d'avoir une répartition du temps par projet et par personne et un phasage des projets. Attention toutefois si vous valorisez du personnel à 100%, c'est-à-dire une valorisation à 100% du personnel R&D, puisque généralement, malheureusement, les personnes qui sont valorisées à 100% sont souvent, on va dire, challengées par l'administration fiscale qui va estimer que, par principe, vos salariés ont toujours un petit peu des tâches administratives ou alors des moments de formation, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être à 100% liés à de la R&D. Néanmoins, quand bien même c'est challengé par l'administration fiscale, la valorisation à 100% est bien prévue par la doctrine administrative. Donc, si on reste sur les sujets de dépenses de personnel, toujours, il y a deux décisions intéressantes qui ont été publiées. Il y a une première décision, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Chloé. Une première décision de la Cour administrative d'appel de Paris, donc en date du 6 mars 2024, qui concernait la société Scality, dans laquelle la Cour elle a rejeté les dépenses de personnel au motif en fait qu'il n'était pas démontré par justement la société que les salariés en question étaient assimilés ingénieurs, puisque
la Cour, elle soulignait en fait l'absence de diplôme qui conférait ce grade ou de qualification des salariés valorisés et donc de l'absence de justificatif qui venait démontrer leur participation aux activités de recherche. Donc, on voit bien, en fait, finalement, l'importance de bien capitaliser tout document qui pourrait vous permettre de démontrer la participation de vos salariés à des activités de recherche, comme par exemple, eh bien, typiquement des livrables auxquels ils auraient pu participer. À l'inverse, dans une deuxième décision, donc toujours en date du 6 mars 2024, la Cour administrative de Paris a, pour le coup, validé pour partie les dépenses de personnel en l'absence de diplôme pour justement le personnel en question, car la société, cette fois-ci, elle a été en mesure de démontrer les compétences et la participation effective du salarié en question via notamment la transmission d'un relevé de temps. Donc, cette décision, elle concerne la même société que précédemment, donc à savoir la société Scality, mais il s'agit cette fois-ci d'une décision favorable. Donc, on remarque bien qu'un relevé de temps, même si ce n'est pas demandé par les textes, c'est bien une preuve probante pour l'administration fiscale. Avant de passer la main à Leïla sur les actualités en matière donc, de dépenses de sous-traitance, une petite question pour vous, pour voir si on ne vous a pas perdu entre-temps, sur les contrats de sous-traitance et notamment, on voulait savoir si vous établissiez systématiquement un contrat avec vos prestataires qui soient privés ou publics. Je vois que ça commence à voter. On va attendre encore quelques secondes. On peut, je pense, clôturer le sondage avant d'entamer la partie relative à la sous-traitance. Et donc, pour 86%, c'est un oui. Vous établissez systématiquement un contrat avec vos prestataires privés ou publics agréés. Et bien, du coup, on va voir les particularités, notamment liées à l'actualité relative à la justification contractuelle ou financière de la sous-traitance. Dans un premier temps, on a une décision qui nous surprend en tant que société de conseil, puisqu'elle est défavorable en raison notamment du fait qu'il y avait donc un contrat de sous-traitance d'opération de R&D conclu avec des prestataires publics et privés agréés. Et ce contrat de sous-traitance prévoyait notamment un échéancier lié à l'avancée, à la signature du contrat, mais également à l'avancée des travaux et à la fourniture des travaux par les prestataires agréés. Et selon les juges du fond, la seule production de factures par les prestataires privés ne permettait pas de valider l'éligibilité de la dépense au titre du CIR 2019 de la société requérante. Et ce, parce qu'elle n'avait pas procédé au paiement des dites factures sur l'exercice 2019. Cette jurisprudence, elle nous surprend et ce considérant nous surprend puisque, à notre sens, et au regard des règles applicables concernant le crédit d'impôt recherche et notamment des règles applicables régies par la doctrine administrative, on parle de dépenses engagées. Et donc, qui dit dépenses engagées dit dépenses comptabilisées et donc constituant une charge déductible au titre du résultat imposable de l'exercice au titre duquel on va valoriser la dépense. Néanmoins, on a cette jurisprudence qui reste d'espèce et qui émane de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Donc, on va dire qu'elle a une portée non pas moins considérable, mais une portée réduite par rapport aux décisions d'espèce de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui a plus l'habitude de juger des décisions liées au crédit d'impôt recherche. Néanmoins, cette jurisprudence peut être utilisée par l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal. Et notre recommandation, c'est de réunir tout justificatif probant qui permet d'effectuer un lien entre la facture émise, l'année de comptabilisation associée et la réalisation de la prestation par les prestataires agréés. Et cela afin d'avoir un faisceau d'éléments probants pour justifier que même si
pour X ou Y raison, la dépense n'a pas été payée au titre de l'exercice en cours, elle constitue bien une charge déductible du résultat imposable pour la société l'année de prise en compte de cette dépense et donc généralement aussi l'année de réalisation de la prestation par le prestataire agréé. Concernant une deuxième jurisprudence relative à la sous-traitance, là encore, c'est lié au formalisme, mais cette fois-ci contractuel. Donc, vous étiez 86% de répondants qui concluent systématiquement un contrat de sous-traitance, ce qui est un bon point. Néanmoins, de plus en plus, l'administration fiscale s'attelle à vérifier certaines conditions, notamment liées à son tableau de la doctrine administrative hyper bien scindé sur notamment des clauses liées à l'objectif de la prestation, à la réalisation de la prestation, mais également à la propriété intellectuelle. Et notamment dans la décision, cette deuxième décision, qui est défavorable encore pour la société requérante, l'administration fiscale suivie par les juges du fond ont considéré qu'au titre de cette collaboration de recherche, donc là on n'était pas dans une pure prestation de sous-traitance, mais dans une collaboration de recherche, étant donné que la société qui devait apparaître comme étant donneuse d'ordre ne détenait pas la propriété intellectuelle et ne partageait pas la propriété intellectuelle avec les organismes de recherche agréés, eh bien ne pouvait pas, entre autres, elle ne déterminissait pas non plus le cahier des charges auprès, qui permettait de démontrer la commande des travaux effectués auprès des prestataires agréés, eh bien, ces deux éléments combinés ne permettaient pas de démontrer qu'on était en présence d'une sous-traitance éligible au titre du crédit d'impôt recherche. Donc, c'est un aspect très important, c'est de délimiter la commande effectuée au titre de prestations techniques commandées aux prestataires agréés, mais également les règles de propriété intellectuelle des résultats, soit communs, soit des résultats qui appartiendraient en totalité aux donneurs d'ordre pour justifier de la possibilité pour le donneur d'ordre de valoriser cette dépense dans l'assiette de son CIR. Donc, c'est très important parce qu'on constate, et même en contrôle fiscal, que le schéma contractuel est regardé avec une attention particulière par les organes de contrôle. Enfin, une troisième décision, toujours liée à la sous-traitance, qui est cette fois-ci favorable. Ça fait du bien d'avoir des décisions aussi favorables, qui concernent cette fois-ci les juges du fond donc de Versailles, qui ont pour considérer si la dépense constituée de la sous-traitance ou alors de la mise à disposition de personnel et donc du coup l'impossibilité pour la société de valoriser ces dépenses-là parce qu'elle reporte la charge auprès de l'entreprise utilisatrice et non pas, elle ne conserve pas la charge en tant qu'entreprise prêteuse. Eh bien, ce qui était intéressant et ce qui vient aussi étayer le sujet de la prestation en régie, les juges du fond ont pris en considération différents éléments de fait pour statuer sur le fait qu'on était en présence d'une prestation de recherche, donc de recherche vendue, et qu'étant donné que la société, donc Énergéo Technologies, n'était pas agréée, pouvait valoriser ces dépenses-là dans l'assiette de son propre CIR, donc ces dépenses internes relatives à des coûts de personnel internes. Et notamment, les critères qui ont été analysés, c'est le fait que peu importe que les salariés intervenaient dans les locaux de leurs clients et réalisaient des prestations avec leurs moyens, dès lors que les prestations étaient facturées forfaitairement, que les clients, que la société supportait un aléa financier et que le cahier des charges était bien déterminé par le client. Et donc, ces éléments ont contribué à considérer qu'on était en présence d'une prestation de recherche et non pas d'une mise à disposition de personnel. Donc, on n'avait pas de facturation à l'euro, sans but lucratif, et on n'avait pas de convention de mise à disposition de signer entre l'entreprise prêteuse et utilisatrice. On avait bien un contrat de prestation de sous-traitance, de prestation de services portant sur des prestations techniques réalisées par l'entité en question.
Voilà pour le focus lié à la sous-traitance. Avant de passer au prochain sujet lié aux subventions publiques, on vous a fait un nouveau sondage. Percevez-vous des aides publiques de la part d'organismes privés ou publics au titre de vos projets de R&D? On vous laisse là encore quelques secondes pour y répondre. Encore quelques secondes. On peut clôturer le sondage et je te passe la main, Chloé. J'attends de voir les résultats. Donc, vous êtes 65% à dire oui, vous percevez bien des aides publiques de la part d'un organisme privé ou public au titre de vos projets de R&D. Eh bien, justement, on va faire je vais vous faire un petit rappel sur une décision importante en matière de subvention qui avait été rendue par le Conseil d'État. Donc, si tu peux passer là, merci Chloé. Alors, c'est une décision du Conseil d'État qui est intervenue assez récemment, donc en 2023, Institut technologique FCBA, dans laquelle la plus haute juridiction, donc le Conseil d'État, est venue définir ce qu'on entendait par subvention publique, à déduire du crédit d'impôt recherche, qui se définit comme toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public. Donc, au cas d'espèce, il s'agissait d'être versé par l'organisation interprofessionnelle FBF, qui est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Cette décision était la bienvenue, mais elle a apporté un petit peu un flou, on va dire, puisque la notion de personne morale de droit public n'étant pas définie en droit, se posait un petit peu la question, notamment des aides versées par BPI France, puisque BPI France a la forme d'une société anonyme, donc d'une société privée, mais est détenue à majorité par l'État. Donc, se posait la question de savoir, notamment, quand les aides étaient versées par BPI France sur fonds privés, de sa déduction ou pas. Heureusement, ou pas, la nouvelle loi de finances de 2025 est venue préciser ce qu'on entendait par subvention publique. Donc, je vais vous faire un petit point là sur justement toutes les nouvelles mesures en fiscalité de l'innovation concernant le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Si on commence par le projet de loi de finances, le jeudi 13 février, le Conseil constitutionnel, il a validé la conformité de la loi de finances pour 2025 et cette dernière a été promulguée le 14 février. Il est ressorti de cette loi de finances plusieurs mesures concernant la fiscalité de l'innovation et notamment la baisse des frais de fonctionnement relatifs aux frais de personnel avec un passage de 43 à 40%, la suppression de plusieurs postes de dépenses et donc notamment la suppression des dépenses de veille technologique, la suppression des dépenses liées aux brevets et aux certificats d'obtention végétale, c'est-à-dire de la prise et maintenance de brevets et des COV, les primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique et les dotations d'amortissement des brevets, COV, acquis en vue de réaliser de la R&D, mais également, mauvaise nouvelle, la suppression du doublement jeune docteur et donc des avantages associés. Bonne nouvelle, précision et élargissement de la définition des subventions publiques que la loi vient définir comme des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Et la bonne nouvelle de ce projet de loi de finances, c'est la prorogation du C2I, bon, avec un passage du taux de 30 à 20%, mais quand même la prorogation de ce dispositif et également la prorogation du crédit d'impôt collection jusqu'en 2027. L'ensemble de ces mesures vont être applicables donc dès le lendemain de la promulgation, à savoir le 15 février, sauf celles qui concernent le C2I et le CIC qui s'appliqueront à partir du 1er janvier, mais je laisserai là par la suite vous expliquer un petit peu l'application de ces nouvelles dispositions. Concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors ça a été cette année également un petit peu les montagnes russes concernant le PLFSS, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénat
a adopté le texte de la commission mixte paritaire le jeudi 23 janvier 2025 et qui prévoyait le rétablissement de l'exonération des cotisations sociales patronales, mais en relevant quand même le seuil d'intensité en R&D pour l'éligibilité du statut. Donc, on passe d'un taux de 15 à 20%. Après de nouveaux recours à l'article 49.3 de la Constitution, le texte a finalement été considéré comme adopté à l'Assemblée nationale le 12 février. Le 13 février, la Commission des affaires sociales a examiné le texte et elle a proposé que le Sénat l'adopte en l'espèce sans apporter de modification. Au final, le lundi 17 février 2025, le Sénat a définitivement adopté le PLFSS 2025. Il en est ressorti du coup le maintien du volet social pour les GUI, mais comme je vous l'ai dit, avec une hausse du seuil de R&D qui passe de 15 à 20%. Actuellement, le PLFSS, il est étudié par le Conseil constitutionnel. Il faudra donc attendre sa promulgation pour pouvoir bénéficier ou pas, de toujours l'exonération des cotisations sociales patronales, mais avec ce passage du seuil de 15 à 20%. Je vais maintenant laisser la parole à Leïla qui va vous expliquer un petit peu l'application de ces mesures sur le CIR 2025. Merci Chloé. Alors effectivement, concrètement, quels sont les impacts sur votre CIR 2025 ? S'agissant des dépenses supprimées et des avantages liés au doublement du jeune docteur du coup qui sont supprimés, ils prennent effet à compter du 15 février 2025, ce qui signifie que du 1er janvier 2025 jusqu'au 14 février 2025, toutes les dépenses qui ont été comptabilisées et engagées, que ce soit en veille technologique, prise et maintenance, défense de brevets ou certificat d'obtention végétale et doublement jeune docteur, et donc frais de fonctionnement à 200% des jeunes docteurs, sont applicables jusqu'au 14 février 2025. Après quoi, ils sont définitivement supprimés et ne pourront pas être valorisés au titre de votre CIR 2025. S'agissant de la baisse des frais de fonctionnement, eh bien, le passage de 43 à 40% se fait également à compter du 15 février 2025. Donc, le taux de 43% sera valable du 1er janvier 2025 au 14 février 2025. Néanmoins, on espère sur ce point-là qu'un décret d'application sera publié courant 2025 pour venir préciser les modalités d'application de ce passage de 43 à 40%, notamment pour les sociétés qui n'ont pas de système de pointage. Pour les sociétés qui ont un système de pointage et qui pointent mensuellement, le calcul sera plutôt simple. Par contre, pour les sociétés qui n'en ont pas, il faudra avoir un suivi précis et un suivi des temps précis et avoir une approche linéaire et cohérente des temps qui seront valorisés à 43% du passage à 40%. Et enfin, pour la nouvelle définition des subventions publiques, là aussi, elle prend effet à compter du 15 février 2025. Donc, c'est vraiment la date à retenir pour cette année 2025 qui est primordiale. Et enfin, on peut passer à la partie liée à l'utilisation de la créance du crédit d'impôt recherche pour conclure. Une fois du coup que votre déclaration elle est déposée et sécurisée, la question qui se pose est que faire de votre créance de CIR ? Le principe de base est que le crédit d'impôt recherche s'impute sur l'impôt sur les sociétés. Cependant, dès lors que votre créance de CIR elle est supérieure à votre impôt sur les sociétés ou que vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, eh bien, la société en question dispose d'une créance de crédit d'impôt recherche sur l'État. Si votre CIR ne peut s'imputer du coup sur votre impôt sur les sociétés, la créance CIR dont dispose à l'expiration du délai de 3 ans, donc d'imputation, la société pourra demander le reliquat ou la totalité si la société n'a jamais payé d'impôt sur les sociétés, le reliquat en remboursement du crédit d'impôt recherche par le biais du formulaire 2573. Par exception, et notamment certaines entreprises dont les PME au sens communautaire, peuvent demander le remboursement immédiatement de leur créance de crédit d'impôt recherche. Il existe d'autres possibilités de financement si vous êtes une entreprise de taille intermédiaire ou un grand groupe, ou voire même une PME, de pouvoir obtenir votre créance de manière anticipée. C'est soit le préfinancement du CIR, soit la mobilisation de créances. Et enfin,
Lorsque la créance elle est devenue liquide et exigible, donc soit immédiatement pour les PME, soit au bout de 3 ans pour les autres entreprises, il est possible de demander l'imputation de la créance de crédit d'impôt recherche sur un autre impôt que l'impôt sur les sociétés, donc typiquement sur la TVA par exemple. On vous a mis pour le préfinancement ou la mobilisation de la créancière quelques organismes qui procèdent à ces modalités de financement anticipé. C'était tout pour nous, pour cette session du webinaire. Je te repasse la main, Chloé. Ah, nous n'avons plus Chloé. C'est bon? Ok, oui, super, c'est tout bon. Merci beaucoup, Laïla, et merci, Chloé, pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer directement aux questions. Et avant, donc, n'hésitez pas à flasher le QR code pour avoir accès à notre guide complet du crédit d'impôt recherche. Vous pourrez également le retrouver sur le site, il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer de balayer les questions, même s'il y en a beaucoup. Donc, voilà, on va un petit peu plus long que le temps. On prendra le temps de répondre à toutes vos questions individuellement si jamais on n'arrive pas à y répondre à chacune d'entre elles. Alors, on a une toute première question. Bonjour, le dossier justificatif de la DGRI doit-il être effectué systématiquement en amont de la liasse fiscale ou peut-il être effectué ultérieurement? Et dans ce cas, sous quel délai? Alors, idéalement, il faudrait l'effectuer en temps réel ou alors l'année N+1, de l'année N étant l'année de déclaration de votre crédit d'impôt recherche, mais ne pas attendre, il n'y a pas de délai associé parce que c'est vraiment une déclaration de bonne foi. Le dossier technique vous sera demandé qu'en cas de contrôle ou de demande d'information. Néanmoins, on vous préconise de le réaliser en temps réel pour éviter des pertes d'informations, notamment si vous avez des salariés qui partent ou si vous changez de société de conseil qui vous accompagne si vous êtes accompagné, pour du coup éviter de le rédiger trop longtemps après et que du coup qu'il y ait une décorrélation entre les travaux effectués et la justification associée. Merci Laïla. Alors, une deuxième question. Le temps des managers des équipes de R&D peut-il être pris en compte? Alors, là aussi, c'est un sujet assez tendu. Il y a 2 types de temps des managers. Si c'est du temps purement hiérarchique ou du simple pilotage, mais qui n'a pas de portée technique et scientifique, ce temps, enfin le temps lié à tout ce qui est hiérarchique ne sera pas éligible. Et le temps de pilotage, mais qui n'attrait pas aux aspects de pilotage scientifique et technique, pourrait être challengé. Néanmoins, tout ce qui est temps de pilotage scientifique et technique des équipes R&D et qui sont indispensables c'est ça qu'il faudra démontrer, peut être valorisé. Mais néanmoins, il devra être justifié par des documents probants. Merci Laïla. On va passer à la question suivante. Question liée au traitement des subventions publiques. Nous avons reçu une subvention publique liée à un projet de R&D, mais certaines dépenses ne sont pas éligibles au CIR. Pouvons-nous déduire cette subvention du CIR seulement au prorata de ce qui est réellement éligible au CIR? Je te laisse la main, oui. Alors, effectivement, il faut déduire la subvention CIR au prorata de ce qui est réellement éligible au CIR. Malheureusement, coupe-moi si je me trompe, on a eu une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon défavorable. Après, c'est une décision d'espèce. On n'est pas d'accord avec cette décision. Néanmoins, elle existe, donc elle peut être opposée aux contribuables et donc à vous. L'administration estime qu'il faut déduire l'intégralité de la subvention, même pour les parties non éligibles au CIR. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec ces décisions. On part du principe qu'il va falloir déduire seulement la subvention de CIR au prorata de ce qui est réellement éligible au crédit d'impôt recherche. On a des bons arguments de défense pour le sujet, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon qui existe et qui est défavorable sur le sujet. Merci Chloé. Alors, une suivante. Il faut pour autant un contrat, mais qui décrive une opération de R&D, pas une maille de personnel. Je pense que c'était une question quand tu parlais de la sous-traitance, mais c'est donc 2 sujets différents, parce que c'était
je crois que tu parlais du formalisme des contrats de sous-traitance, où effectivement, quand vous avez des dépenses de sous-traitance, il faut un contrat de sous-traitance. Par contre, quand vous mettez en place de la MAD, donc de la mise à disposition de personnel, il faut un autre contrat qui est un contrat de mise à disposition avec un avenant au contrat de travail, etc. Mais c'est deux choses différentes et c'est deux formalismes différents. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment deux formalismes différents, deux attendus différents de la part de l'administration fiscale. Alors, ensuite, comment comprend-on l'implication de personnel dans un projet R&D? Est-ce le temps d'un projet manager avec une formation scientifique qui est en charge de structuration et de suivi des projets R&D et participe à la préparation de leurs variables? Peut-être associé à des projets dans le dossier CIR. Alors, du coup, concernant l'application du personnel dans un projet de R&D, et donc notamment du personnel d'un project manager avec une formation scientifique, on va prendre, c'est compliqué de répondre de manière exhaustive là au titre de ce webinaire, mais on va prendre le temps passé au titre des opérations de R&D et voire même des tâches de R&D jugées éligibles conformément au manuel de Frascati qui va nous décrire quelles sont les différentes étapes liées à un projet, à une opération de R&D qui sont éligibles au CIR. Et donc, on va, au titre de ces tâches R&D, faire le tri entre les tâches R&D éligibles. Donc, par exemple, si la constitution des livrables avec la discussion des résultats, l'écriture contribue et est indispensable pour mener à bien l'opération de R&D, et bien du coup, ce sera valorisé en tant que tâche R&D effectivement. Par contre, si ce n'est pas considéré comme étant une tâche indispensable il ne conviendra pas de la valoriser. C'est pourquoi il faut être le plus exhaustif possible sur le phasage de vos opérations de R&D. Merci Leïla. La suppression du doublement des jeunes docteurs concerne-t-il seulement une fois que le docteur est embauché ou pendant le travail d'élaboration de recherche qui aboutit à la thèse? Alors, du coup, ça concerne tous les docteurs, même ceux qui ont été embauchés antérieurement à la loi de finances. On ne fait pas de distinction selon ceux qui ont été embauchés avant le 14 février 2025 et ceux qui ont été embauchés a posteriori. Merci Leïla. Alors, concernant la loi de finances 2025 promulguée le 14 février, est-ce que la mesure concernant le doublement jeune docteur concerne les salariés ayant été engagés avant la promulgation de la loi? En fait, toutes les mesures qu'on vous a explicitées concernant le crédit d'impôt recherche sont applicables à partir du 15 février. Donc, avant le 15 février, vous pouvez encore avoir des frais de fonctionnement à 43%, valoriser des frais de propriété intellectuelle, valoriser des jeunes docteurs. À partir du 15 février, ça ne sera plus possible. Et comme le disait Leïla, pour les frais de fonctionnement, vu qu'on passe bientôt à 43 à 40%, ça risque d'être très compliqué. On espère un décret d'application pour expliciter un petit peu ces mesures. Peut-être qu'on en aura plus pour les jeunes docteurs, ça m'étonnerait quand même, puisque la volonté du gouvernement était quand même de supprimer ce dispositif dès le lendemain de la promulgation, donc dès le 15 février. Donc à partir du 15 février, on ne pouvait pas valoriser le doublement des jeunes docteurs. Avant, c'est possible. Merci Chloé. Est-ce qu'il est possible de valoriser du portage salarial exclusivement affecté à des opérations de R&D? Oui, il est tout à fait possible de valoriser du portage salarial, par contre sous réserve de certaines conditions qui ont été précisées par un rescrit d'octobre 2024. Et donc notamment un formalisme lié au contrat, un contrat de prestation de signer entre le client et la société de portage salarial, donc qui est habilité en tant que société de portage salarial. C'est pas tout type de société qui peut effectuer du portage salarial, c'est une habilitation spécifique, et un contrat de travail signé entre le salarié porté et la société de portage salarial. Et puis, il y a des conditions pratiques, notamment liées à la mise à disposition effective du coup des salariés portés dans les locaux de l'entreprise bénéficiaire du portage salarial. Et il conviendra du coup d'exclure la marge
appliqué par la société de portage salarial et ne prendre que le coût réel lié au coût de personnel du salarié porté. Merci Laïla. Est-ce qu'il s'agit de la date de la facture ou la date de paiement qui comptera? Je pense que c'est des questions relatives aux nouvelles mesures concernant la loi de finances 2025. Concernant les frais de brevet, ça va être en principe la date d'émission de la facture qui va primer. Encore une fois, on va rester attentif à d'éventuelles précisions réglementaires qui pourraient être publiées, mais il va falloir quand même faire attention. Il va falloir être sûr de la réalité des prestations qui sont facturées, c'est-à-dire qu'il faudra apporter une attention à ce que les factures soient conformes à la réalité de la réalisation par vos prestataires en pays, par exemple. Puisque en cas de contrôle futur par l'administration fiscale, elle pourrait remettre en cause, on va dire, des factures qui sont émises de manière, on va dire, anticipée si elles ne reflètent pas une prestation qui a effectivement été réalisée avant la promulgation de la loi. Je ne sais pas si tu veux compléter, Léa. Merci Chloé. Est-il possible de partager la source concernant la suppression des dépenses de veille informationnelle? La source liée je ne suis pas sûre de comprendre, mais je pense que c'est la source liée aux lois de finances. Alors, on a sourcé un article, on a rédigé un article lié au PLF 2025, et donc du coup, il y a les sources associées dans notre article sur le site d'EMI. Merci Laïla. En cas de Alors, je suis où? Pardon, on a une dernière question. Je les trouve plus, elles ont sauté mes questions. Oui, moi aussi, j'essaie de t'aider. Ok, on va avoir une autre question. Est-ce que les aides publiques versées par la BPI France sont à déduire de l'assiette du CIR? Alors, oui, désormais, depuis l'éclaircissement fourni par du coup le Parlement et du coup depuis l'entrée en vigueur de la loi, les aides publiques et subventions publiques, j'entends, on ne parle pas des prêts à taux fixe, mais les aides publiques versées par la BPI France sont à déduire de l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre des opérations ouvrant droit au CIR, bien entendu. Merci Laïla. Alors, on a d'autres questions qui viennent d'arriver. Bonjour, suite au PLF 2025, vous confirmez que les sommes facturées dans le cadre de contrats licence ou de cession de brevet ne sont plus du tout éligibles à l'amortissement CIR pour le licencié ou le cessionnaire de brevet. Alors là, il y a plusieurs sujets, parce que déjà, il faut s'attacher à vérifier est-ce que les contrats de licence ou de cession de brevet correspondent en tant que tels au titre de ce libellé-là à des dépenses éligibles. Donc là, ça demande une expertise beaucoup plus poussée au-delà de l'impact de la loi de finances. Ok, merci Laïla. Je crois qu'il y a la même question à la suite. Ok. On va avoir une nouvelle question. Est-ce qu'un contrat doit être signé systématiquement lorsqu'on confie des dépenses à un sous-traitant agréé? Oui. Oui, quand vous faites de la sous-traitance, il faut vraiment avoir un contrat de sous-traitance, puisqu'en fonction du type de sous-traitant, donc à savoir un projet entièrement sous-traité, de la collaboration ou du nécessaire A, il y a différentes clauses qu'on va retrouver dans vos contrats, notamment liées à la propriété intellectuelle, ce genre de clause qui fait qu'en cas de contrôle de l'administration fiscale, si vous avez des dépenses de sous-traitance, l'administration fiscale va automatiquement, on va dire, demander le contrat de sous-traitance, les factures, etc. Et avoir un contrat de sous-traitance, le mieux, c'est également de faire analyser votre contrat pour vérifier qu'il répond bien aux exigences de l'administration fiscale. Merci beaucoup Chloé et merci Laïla pour ce webinaire. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours
nous contacter via notre adresse mail, donc finance-innovation@eming.com. Donc, on prendra un plaisir de vous répondre. Voilà, donc merci aux intervenantes, merci à tous. Et encore une fois, vous pourrez retrouver donc la présentation directement sur la plateforme Webikeo. Et le replay vous sera envoyé aussi à la fin de la présentation. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci tout le monde, bonne journée. Au revoir.